Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Le professeur Joseph Diogbenou, président de l'UP Le Renouveau, a rendu visite ce lundi à Maître Adrien Roubedi, le point de leurs échanges dans cette édition. La première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et négociation collective au titre de l'an 2025 a démarré le 22 mai dernier. Plusieurs sujets ont été abordés des vertus des travaux. Le secrétaire général adjoint de la CSA Bénin en parle dans cette édition. La 12e édition des Jeux universitaires du Bénin a été lancée ce mardi à Cotonou au programme de nouvelles innovations. Le calendrier est dévoilé par le directeur général de l'OPSU dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à toutes et à tous. À nouveau, le président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Diogbenou, était ce lundi 26 mai au domicile de Maître Adrien Roubedi. Selon les informations de médias de la place, les deux hommes ont échangé sur la vie du parti à quelques mois des élections générales de 2026. Au cours de ce tête-à-tête, Maître Adrien Roubedi, selon les indiscrétions, a réaffirmé son attachement à l'Union progressiste Le Renouveau et a demandé une meilleure prise en compte des intérêts de ses anciens compagnons du PRD. En retour, Joseph Diogbenou a assuré que toutes les sensibilités seraient écoutées et intégrées dans la gestion du parti pour préserver la cohésion. Cette visite, il faut le préciser, intervient après des propos tenus par l'ancien président de l'Assemblée nationale visant à apaiser les tensions, à resserrer les rangs au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Force Cori pour un Bénin émergent a enregistré de nouvelles démissions. Selon certains médias, plusieurs membres du bureau exécutif national de la coordination du COUFO ont rendu le tablier. Et dans leur lettre de démission adressée au secrétaire exécutif national du parti dans les 11e et 12e circonscriptions électorales, il fustige la gestion de cette formation politique. Ces départs interviennent dans un contexte préélectoral marqué par les préparatifs des élections générales de 2026. Mais il faut noter que récemment, Paul Ronquet a rassuré à Savet que le parti se portait de mieux en mieux, preuve des adhésions qui s'enchaînent ces derniers mois. Autre information, Maître Renaud Agbodjo était l'invité du dimanche 25 mai 2025 sur ESAE TV. Au cours de l'émission, il a exprimé son inquiétude quant à l'état de santé de sa cliente Rekia Madougou, détenue en prison depuis mars 2021. Et il appelle le président Patrice Talon à un geste d'apaisement pour permettre à l'opposante de recevoir des soins appropriés. Selon Maître Renaud Agbodjo, la santé de l'ancienne ministre s'est dégradée ces derniers temps. Voici un extrait de ses propos recueillis par Abdelkader Achiron. Je ne sais pas si je peux le dire. Mais Madame Rekia Madougou, si a priori on
je ne sais pas si je dois le dire, mais Mme Rekat Madougou, aujourd'hui, on peut considérer que Mme Rekat Madougou, physiquement, ne se porte pas bien. Elle est malade? Oui, Mme Rekat Madougou est malade. Elle est malade, elle a des problèmes de vue. Elle n'a toujours pas d'accès aux soins? Elle n'a pas d'accès à des soins de qualité. Et elle a fait plusieurs demandes, des expertises qui lui ont été refusées. Aujourd'hui, Mme Rekat Madougou, du fait de la détention arbitraire, a développé des pathologies chroniques. Je ne vais pas donner les détails de ces pathologies, cela relève du secret médical, mais Mme Rekat Madougou a développé des pathologies qui font qu'aujourd'hui, je réitère à l'endroit du chef de l'État qu'il transcende ses ressentiments à l'égard d'un opposant politique. Qu'il fasse en sorte que la fin de son mandat se fasse dans une certaine allégresse. Parce que le chef de l'État a dit qu'il part. Il a dit aux diplomates, il a dit au chef d'État, il a dit à l'ensemble de l'opinion, il a dit à la représentation nationale qu'il partait. Mais est-ce que son départ doit se faire au prix de la maladie ou au prix, je vais dire, de la vie de Mme Rekat Madougou? Ça va l'anoblir. Je pense que ça va anoblir le chef de l'État s'il le faisait avant de partir. Je l'annonçais en titre, la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2025 s'est ouverte le jeudi 22 mai dernier à Cotonou. La rencontre s'est tenue en présence des représentants des partenaires sociaux et d'une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre Abdoulaye Biotchane, ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, qui est également le président de la dite commission. Au micro de Quentin Amoussou, le deuxième secrétaire général adjoint de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, Michel Zorancon, nous fait le point des sujets abordés lors de cette rencontre. D'abord, avant le démarrage, les confédérations et centrales syndicales ont lu des lettres de protestation contre la violation des libertés syndicales que nous avons constatées et qui se traduit par l'encerclement de la bourse du travail, l'interdiction de manifestation des travailleurs et l'arrestation surtout des représentants syndicaux et des secrétaires généraux. Donc nous avons protesté contre ça et nous avons demandé même au gouvernement de prendre un engagement pour bannir ces violations. Parce que nous avons un creuset de négociation, nous avons un creuset comme cette commission où nous pouvons échanger sur nos différends. Donc, il ne s'agit pas d'utiliser un rapport de force pour attaquer l'autre alors que nous sommes des partenaires sociaux. Donc ça, c'était au démarrage, mais je vous avoue que ça n'a pas joué sur l'ambiance des négociations. Nous avions 14 points de négociation, 14 points dont 7 pour le privé et 7 pour le public. Donc au cours de la première journée, nous avons abordé les 7 points du public. Et parmi ces 7 points, il y a 3 points qui viennent du patronat et 4 qui viennent des confédérations. Donc c'est sur ces 4 que nous allons échanger parce que les 3 autres viennent du patronat et les 4 viennent des confédérations. Donc je dirais parmi ces points, il y a la révalorisation des salaires après l'augmentation du SMIC. C'est une revendication qui date de 2014-2015. Donc, 10 ans après, nous n'avons pas eu de satisfaction. Nous l'avons ramenée. Alors, elle consiste en quoi? Juste après l'augmentation de SMIC, vous savez, dans les entreprises, la grille est hiérarchisée en fonction de la classification. Donc, dès qu'on augmente le plus bas, le SMIC, les employeurs n'aiment plus augmenter les autres. Donc, on veut juste augmenter le plus bas, alors que chacun est positionné dans la grille suivant ses attributions, suivant ses responsabilités. Donc, nous avons demandé à ce qu'on augmente, chaque fois qu'on augmente le SMIC, il faut que les entreprises fassent pareil pour les autres couches socio-professionnelles. Ce qu'ils ne font pas. L'État croit en la bonne foi de ses employeurs, mais malheureusement, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ça date de 10 ans. Il y a l'augmentation de 2014, il y a l'augmentation de 2022, sans que les autres couches ne puissent aussi bouger pour faire face à la cherté de la vie.
Voilà le premier point. Et le second point se joint au premier parce que dans les entreprises aussi, il n'y a pas de convention collective. Il n'y a pas de... Dans plusieurs entreprises, bien sûr, il n'y a pas de convention collective. Il n'y a pas d'accord d'établissement. Donc, les employeurs gèrent les travailleurs à la tête du client. Donc, il faut un cadre formel. S'il y avait ce cadre, ça aurait pu régler le premier problème parce qu'au cours des révisions de ces accords d'établissement, on pouvait faire des augmentations. Ça pouvait avoir une incidence financière. Malheureusement, ça ne se fait pas. Donc, nous avons demandé une formalisation dans toutes les entreprises de ces accords d'établissement et conventions collectives. Et là, je pense que le gouvernement a cédé à cela, a donné des instructions pour que le ministre du Travail rencontre le patronat et que des accords d'établissement soient signés dans toutes les entreprises ou les conventions collectives. Donc voilà les deux points que nous avons abordés sur les questions de rémunération. Après, il y a la question de l'ITS. Vous savez, l'ITS, c'est l'impôt qui est prélevé sur les salaires. Sur tout ça, c'est l'impôt qui est prélevé sur les salaires et c'est énorme pour les travailleurs. C'est énorme dans le mécanisme parce que c'est progressif. Plus vous montez en salaire et ça s'augmente. Ce qui fait que ça prend une bonne portion. À partir d'un montant, ça prend même 30%. Ça prend désormais les primes exceptionnelles, les dons en nature, ça prend tout. Donc ça ronge les salaires. Au même moment, ces travailleurs, déjà qui subissent l'ITS, qui rongent leur salaire, ils paient d'autres taxes, ils paient des taxes de maison, ils paient les taxes de véhicules, TVM s'ils en ont. Donc, le fait que ça ronge le salaire, nous avons demandé à ce qu'on revoie les mécanismes pour soulager les travailleurs. Et le pire, c'est le mécanisme d'abattement, voilà, le mécanisme d'abattement, la mesure sociale d'abattement de l'ITS pour nombre d'enfants. C'est une mesure sociale qui est insérée pour que ceux qui ont plus de charges payent moins d'impôts. Mais malheureusement, le gouvernement est venu supprimer. Le gouvernement a supprimé ce mécanisme. Or, c'est une mesure sociale où un gouvernement de hautement social vient supprimer, ce qui fait que des gens ont perdu de l'argent parce que leur salaire a baissé. Plus la mesure est supprimée et ça a augmenté l'ITS, le salaire a baissé. Or, le salaire, c'est un acquis. Donc ça, ce n'est pas question de négociation. Nous avons demandé la restauration de cette mesure sociale d'abattement pour le nombre d'enfants. Voilà. Et le dernier point, c'est concernant une loi. Et ça concerne l'âge. Et sur l'âge, je pense que nous félicitons d'abord le gouvernement pour cette mesure, parce que c'est une des mesures sociales très ambitieuses. Et le décret portant obligation aussi de l'assurance maladie au Bénin. Mais il s'est glissé dans les articles 3 et 4 de ce décret une injustice où l'État demande aux employeurs du public, l'État même qui est employeur du public, l'État accepte de supporter l'assurance des retraités du public, de leurs familles, femmes, enfants. Et au même moment, dans l'article 4, l'État demande aux retraités du privé de souscrire eux-mêmes à cette assurance-là pour eux et leurs familles. Et donne même la possibilité d'aller faire ponction, d'aller prélever les primes sur leur pension. Ce qui devient une charge pour eux. Nous savons ce que valent les pensions au Bénin. Donc si le retraité du privé doit encore aller faire ponction sur sa pension pour régler les problèmes d'assurance, il ne peut pas survivre. Donc voilà, et nous avons demandé de corriger. Et là aussi, le gouvernement a demandé à reverser ça au ministère des Affaires sociales pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qui s'est passé et puis comment on peut le corriger. Toujours au micro de Quentin Amoussou, le secrétaire général adjoint de CSA Bénin, opine sur l'état du dialogue social au Bénin. Suivons-le à nouveau. Et dans la forme, nous pouvons dire qu'il y a une petite satisfaction sur les négociations parce que ça s'est déroulé suivant le processus. On a remis les revendications, les comités techniques ont travaillé, ont transmis les doléances, il y a eu une assise, il y a eu des échanges, au cours des échanges, il y a eu des écoutes, chacun a développé ses arguments et on n'a pas pu se convaincre sur tout. Mais quand je prends l'objectif de la commission, par exemple, c'est de construire des réponses durables aux préoccupations des travailleurs. Donc, tant qu'on n'a pas une réponse aux préoccupations, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Et prendre acte, pour nous, n'est pas une réponse. Quand je prends l'exemple du premier point, par exemple, c'est un point qui date de 2015, ça fait 10 ans que ça revient. Et si on n'a pas une solution tout de suite, si on n'a pas la réalisation, la concrétisation, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Donc, actuellement, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits des négociations parce que nous n'avons pas les faits concrets.
C'est juste le gouvernement a pris acte, a reversé à tel ministre ou tel ministre, mais nous n'avons pas la réalisation. Et tant que nous n'avons pas la réalisation, nous supposons que nous ne sommes pas satisfaits. On ne peut pas dire tout de suite que le dialogue social se porte bien parce que un dialogue social qui se porte, dans un dialogue social qui se porte bien, les partenaires ne s'affrontent pas. Donc, déjà que nous faisons le mea culpa, nous allons nous asseoir parce qu'il faut défendre les travailleurs, ça va dans l'intérêt des travailleurs, mais ça ne veut pas dire que le dialogue social se passe bien. Le dialogue social va bien se passer quand tous les partenaires vont respecter les droits de l'autre. Et c'est ce que nous réclamons. Néanmoins, nous avons travaillé dans une bonne ambiance, mais ça n'est pas un signe que le dialogue social se passe bien au Bénin. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Trokbo, a reçu en audience ce mardi une délégation de la Confédération internationale des unions sportives francophones et du lycée Immaculée Conception d'Espalion en France. Au cours de leurs échanges, il a été question de présentation de projets et de l'ambition de recevoir en France dès septembre prochain des apprenants issus de la commune de Cotonou. Plus de détails à travers cet élément. L'idée, c'était de lui présenter justement un projet éducatif et sportif porté par le lycée Immaculée Conception d'Espalion. Donc c'est un lycée de qualité, c'est un lycée qui jouit d'une belle réputation et nous nous sommes dit qu'il était intéressant de pouvoir présenter justement ce lycée à nos différents partenaires, notamment la ville de Cotonou. Donc l'idée est de pouvoir donner l'opportunité aux meilleurs élèves de la ville de Cotonou de pouvoir poursuivre leur études dans ce lycée de qualité. Nous avons été très bien accueillis ces derniers jours pour pérenniser notre projet d'accueil d'élèves internationaux, puisque ça va faire 6 ans déjà que voilà, nous accueillons des élèves des 4 coins du monde et nous sommes en partenariat avec la Confédération puisque aussi le point fort de notre établissement c'est le sport. Dans la ville d'Espalion aussi qui est très dynamique au niveau des associations sportives notamment. Tout le monde œuvre pour accueillir vraiment de manière globale tous les élèves qui arrivent des 4 coins du monde. Ça aide aussi nos élèves parce que ce sont des excellents élèves qui viennent jusqu'à nous pendant 3 ans pour leurs études. Et donc du coup nous serons ravis d'accueillir des futurs élèves de la ville de Cotonou à la rentrée de septembre 2025 sur notre lycée qui jouit d'une excellente réputation avec des belles poursuites d'études dans des grandes écoles comme voilà, Sciences Po, des écoles d'ingénieurs. Voilà, et donc nous aurons à cœur de bien les accueillir, d'en prendre soin pour qu'ils aient un beau parcours et un bel avenir. Le maire, bien sûr, il est très sensible à tout ce qui est éducation, donc est très intéressé par le projet. Donc il a donné son accord. Maintenant, nos différentes équipes vont justement se rapprocher pour pouvoir avancer sur le sujet et on espère accueillir dès le mois de septembre quelques élèves de la ville de Cotonou à Espalion. Ça a été une chance vraiment de le rencontrer. C'est vrai que nous l'avons trouvé très avenant, soutenant pour le projet. Je pense que sans lui, beaucoup de choses n'auraient pas pu avancer et nous lui sommes vraiment très reconnaissantes pour son accueil et son soutien parce qu'il va être vraiment partenaire aussi dans ce projet. Donc vraiment merci à lui. Dans un communiqué publié ce lundi, le ministère du Travail et de la Fonction publique a informé que le jeudi 29 mai 2025 est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national, ce en raison de la célébration de la fête chrétienne de l'Ascension. Cette décision s'appuie, il faut le préciser, sur les dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 qui fixe les jours fériés légaux en République du Bénin. Et au nom du gouvernement, Madame Adijatou Matisse a adressé ses vœux de bonne célébration à toute la communauté chrétienne dans un esprit de paix et de fraternité. Actualité hors de nos frontières à présent, le maire de Kona, localité de la région de Mopti dans le centre du Mali, a été enlevé le 25 mai dernier par des hommes armés. C'est ce qu'ont confirmé à RFI de nombreuses sources locales. L'enlèvement d'Ousmane Campo
n'a pas été revendiqué, mais les sources jointes l'attribuent unanimement aux djihadistes du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Selon les sources, Ousmane Campo, surnommé Naba, travaillait dans son champ de riz pour les préparatifs de l'hivernage lorsque les hommes armés ont surgi et l'ont emmené avec eux. Conan, comme plusieurs dizaines de localités du centre du Mali, avait conclu, il faut le noter, l'année dernière un accord local avec le JNIM, avec la bienveillance obligée des autorités de l'armée, dont la présence et les opérations n'empêchent pas les djihadistes de contrôler, de toujours plus large les pans du territoire. Et en concluant ces accords, les habitants acceptent de se soumettre aux règles du JNIM qui consistent entre autres au paiement d'impôts, fermeture d'écoles publiques, port du voile pour les femmes et pantalons courts pour les hommes. Et en échange, les djihadistes laissent les populations circuler et travailler. Mais selon plusieurs habitants, les élus locaux, les représentants communautaires, cet accord n'a jamais pleinement fonctionné. Autre information hors de nos frontières, la Maison-Blanche a envoyé une lettre aux agences fédérales leur demandant d'identifier les contrats passés avec Harvard et de dire s'ils peuvent être annulés ou redirigés ailleurs, a indiqué ce mardi 27 mai un haut responsable américain confirmant des informations de presse. Le président Donald Trump essaie par tous les moyens de faire plier la prestigieuse université qui refuse de lui donner un droit de regard sur les admissions d'étudiants et les recrutements de professeurs. On parle de sport dans cette édition également. Dans le cadre de la Semaine mondiale du football, la Fédération béninoise de foot a organisé un séminaire stratégique à Porto Novo les 21 et 22 mai dernier. La dite séance a rassemblé les sélectionneurs des équipes nationales de jeunes, animés par Vincent Roturo, manager des équipes nationales de catégorie d'âge. Cette rencontre avait pour objectif de jeter les bases d'une identité de jeu claire et partagée à travers toutes les sélections du Bénin. Revivez dans cet élément le résumé de cette activité. Dans le cadre de la semaine mondiale de la FIFA, une causerie a été animée par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football sur le thème éthique et responsabilité du corps arbitral. Nous avons suivi cette communication et tiré beaucoup de choses. Mais en tant qu'arbitre, tu dois avoir une bonne moralité, une très bonne conscience. L'éthique et la responsabilité, c'est le professionnalisme et les bonnes décisions de l'arbitre. Nous sommes appelés à être responsables parce que les résultats du match dépendent de nous, arbitres. Donc c'est sur ça qu'on a attiré encore notre attention. Pour l'éthique, rien n'est acquis de manière définitive. Et c'est ce pourquoi cette formation, ce thème, cette causerie est bien à propos pour les arbitres de football. C'est vrai que c'est une causerie organisée dans le cadre de la semaine mondiale de football, initiée par la FIFA, mais par coïncidence, on s'est retrouvé encore dans cette période très sensible pour le football béninois. Je crois que ce thème est très opportun et ce thème a permis, a priori, de galvaniser la troupe et de les mettre devant leurs responsabilités par rapport aux matchs qui seront joués très prochainement. L'enjeu fait que il y a beaucoup qui, pour une situation ou pour une autre, pour une connaissance ou pour une ignorance, critiquent à tort ou à raison les arbitres parce que tout le monde veut aujourd'hui être en Ligue 1. Les lois du jeu évoluant, la plupart des dirigeants aujourd'hui n'ont pas cette amabilité d'aller vers les lois du jeu pour maîtriser les modifications qui se font au jour le jour. C'est pourquoi dans notre championnat, vous allez voir des décisions qui, selon l'arbitre ou bien selon les lois du jeu, sont justes, sont souvent critiquées par ces derniers ou bien par le public qui ne comprend pas telle ou telle décision. La séance, la causerie de ce jour a également permis de les armer sur le plan psychologique,
beaucoup de conseils ont été donnés qui, au-delà de l'éthique, qui, au-delà de la responsabilité, on en a reçu des conseils sur le plan technique, des conseils sur le plan moral, sur le plan même spirituel. Les arbitres joueront correctement leur partition et les responsables d'arbitres sont à pied d'œuvre afin que tout se déroule très bien. Et nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes et que les meilleures équipes gagnent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est pas qu'on a juste réuni quelques arbitres au niveau de Porto-Novo, au niveau de la fédération. Ça va se dérouler aussi de l'autre côté de Ndali pour nos collègues du Nord. Je veux profiter pour lancer un appel à mes collègues arbitres parce que c'est vrai, un jour tu rends service à un président de club, à un responsable de club. Ce qu'il te donne aujourd'hui, il faut savoir que dans 100 ans, ça va encore sortir. Aujourd'hui, il se trouve en position de force pour te donner quelque chose. Mais demain, quand il va se retrouver en position de faiblesse, te connaissant, il sait que même s'il arrivait que c'était une erreur humaine, lui va l'interpréter te connaissant. Donc si aujourd'hui, il se retrouve en position de faiblesse, tout ce que tu feras comme acte ou bien tout ce que tu prendras comme décision sur le terrain sera interprété. Donc nous allons demander à ses collègues de résister à toutes les tentations, que ce soit de nos responsables aussi, ou des dirigeants de club, pour honorer l'arbitrage béni. À l'issue de ce rendez-vous qui a rassemblé juges centraux et plusieurs autres acteurs, les formateurs se sont exprimés. Suivez donc cet élément les objectifs qui ont animé cette initiative qui cadre avec l'actualité sportive béninoise alors que divers championnats se jouent. L'objectif de ce séminaire, c'est d'une part de se rassembler pour faire une alternance entre la théorie et la pratique sur les sélections nationales. Déjà, c'est avoir une identité pour toutes les catégories de l'équipe nationale. Un séminaire très instructif. On aimerait avoir aujourd'hui une philosophie en ce qui concerne les sélections de catégories d'âge. On a parlé d'identité et du projet du jeu. Bon, le travail est très simple, c'est de mettre en place un projet de jeu, une identité de jeu qui soit pour toutes les catégories d'âge, en U15, en U17 ans, en U20 ans, de façon à ce qu'on mette en place un projet qui soit commun, aussi bien dans le jeu quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon, dans les coups de pied arrêtés, dans tout ce qui est les phases de transition. Et ce n'est pas que de la théorie, ce que je veux surtout c'est d'amener les sélectionneurs et le staff sur le terrain afin de mettre en place des jeux d'entraînement, des situations qui nous permettent d'être représentatifs de ce que nous souhaitons mettre en place. On va le développer sur le terrain. Ce qui est très important, c'est la pratique qu'ils vont mettre à notre disposition. Et en dehors de ça, la planification sur les séances, la planification pendant les mises au vert, c'est-à-dire un travail professionnel qui puisse nous amener tranquillement à de bons résultats. On ira aussi sur l'aide de jeu, travailler sur l'aide de jeu, avoir une identité de jeu. Et accompagner avec les CTR qui eux sont des personnes qui vont nous apporter donc une observation supplémentaire, un travail supplémentaire dans les zones afin de ne rien oublier et d'avoir donc une observation d'ensemble sur toutes les catégories d'âge. L'idée c'est pas de le faire une fois, c'est de répéter ça régulièrement, c'est-à-dire peut-être tous les 2 mois, ça serait l'idéal, de façon à pouvoir améliorer petit à petit tout ce travail de cohésion des staffs, que nous soyons unis dans un travail pour pouvoir servir d'une part la fédération, le ministère et tout un pays qui n'attend qu'une seule chose, c'est des résultats de la part de nos sélections nationales. Information sportive brève, les premiers internationaux béninois ont déjà rejoint le camp de regroupement au Novotel de Cotonou. Depuis hier lundi, ils rejoignent le groupe en vue du prochain match amical face au Maroc. Parmi les joueurs déjà présents, on note la présence de Steve Mounier, Mariano Chinovi, Rodolfo Aloko, Prince Ricardo Dossou, Moussa Yarou, Ghislain Aoudo, Romaric Amoussou, Rabiou, Sankamao, Razak Rachidou, Taminou Woro, Serge Obassa, Cécile Dalmeda, Candace Fiorbe,
et David Kiki. Le reste du groupe est attendu dans les prochaines heures pour compléter l'effectif. Le rendez-vous est pour le 9 juillet prochain à Casablanca pour un match amical Maroc contre Bénin. Ce sera une belle occasion de jauger le niveau des Guépards avant les prochaines échéances. L'OBSU, entendez, Office béninois du sport scolaire et universitaire, a organisé en collaboration avec le COUSAC et le COUSUP une conférence de presse pour le lancement des Jeux universitaires du Bénin édition 2025. C'était l'occasion pour les responsables sections sport de différentes facultés, entités, écoles, centres universitaires, instituts publics et privés de connaître les nouvelles innovations de cette compétition. Le directeur général de l'OBSU, Soumon Victor Laouin. Il s'agit aujourd'hui pour nous, Centre des œuvres universitaires et sociales et l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, de se regrouper pour mener l'activité sportive ensemble. Travailler de telle sorte que chaque entité ait un rôle à jouer et fluidifier tout ce que nous avons à présenter à nos jeunes, à nos athlètes. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui ici pour présenter aux yeux du public et de la communauté universitaire les conclusions donc, de nos travaux. Nous aurons aujourd'hui deux régions. La première région confiée au niveau du COUS-P, comme on dit, de Parabou, et la deuxième région, COUS-AC. Et ces régions, nous allons encore les stratifier en faisant des zones, puisqu'il s'agit ici des compétitions. Donc il faut essayer de voir comment nous organisons et réduire au maximum, comme je l'ai dit au début, l'efficacité de la dépense publique. Réduire au maximum les frais de transport, les frais d'organisation de ces jeux. C'est pourquoi nous avons retenu ensemble 6 zones au total. L'adresse avec laquelle nous avons procédé à ces inscriptions, le gestionnaire de la plateforme récupère cette adresse et vous envoie un code en créant un compte qui vous est dédié. Donc ce compte vous permet maintenant de pouvoir inscrire vos athlètes. Nous donnons cette possibilité ou cette restriction, je dirais, pour éviter qu'il y ait plusieurs personnes qui interviennent dans le positionnement des athlètes. Alors, la deuxième étape, qui est la phase nationale, cette phase va regrouper, n'est-ce pas, toutes les équipes championnes de chaque zone, donc des 6 zones. Et là, nous aurons les 6 équipes chez les hommes et 6 équipes chez les dames, pour toutes les disciplines, comme on le dit, collectives. Alors, pour ce qui est de la discipline individuelle que nous avons, 12 athlètes hommes et puis 12 athlètes dames. Et là, à raison de 2, les 2 meilleurs, n'est-ce pas, par zone. Et également, pour ce qui est des personnes en situation de handicap, un point sera fait, parce que là, nous sommes restés un peu, je ne dirais pas, sous-veilleuses, parce que est-ce que nous disposons ou nous aurions sur l'ensemble du territoire et par zone. Si c'est le cas, donc le même schéma sera appliqué à ces derniers. Si ce n'est pas le cas, on peut arriver à faire de l'exhibitionnisme, c'est-à-dire ces 2 équipes simplement qui se sont inscrites du moins, au lieu que nous fassions une phase de zone ou d'éliminatoire pour ces 2 équipes, elles passent directement à la phase nationale pour faire de l'exhibition. Mais à l'issue, bien sûr, de cette phase, l'objectif final, comme nous l'avons dit, c'est de pouvoir disposer d'une équipe type par discipline. Et ceci nous permettra de faire des regroupements en attendant, n'est-ce pas, de les présenter pour des compétitions sous-régionales ou internationales. Ces compétitions ne sont pas aussi récurrentes qu'au niveau scolaire, mais nous avons maintenant cette possibilité de faire une synergie en vérifiant et voir également le niveau de ces compétitions, parce qu'il ne faut pas participer pour le plaisir,
qu'il faut participer à des compétitions d'envergure. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin est disposé à ne plus se comparer aux plus faibles, mais aux plus forts. C'est ça ce que nous avons comme ambition. Pour les Jeux universitaires, c'est que nous avons une répartition des entités par zone. On peut repartir avec ça. Par zone, par région et par tous. 2. Nous avons une mise en place d'une plateforme unique pour la gestion des compétitions universitaires. Et là, c'est pour l'organisation, bien sûr, de notre JUP. 3. La prise en charge donc, de la phase de zone des JUP par les tous. 4. Prise en charge de la phase nationale des JUP par là-dessus. Et, comme on le dit, la conclusion ou la synthèse, l'objectif final de ce que nous sommes en train de faire sur le plan financier, c'est la mutualisation des moyens de l'État. L'OPSU a profité de la conférence inaugurale des Jeux universitaires pour dévoiler le nouveau logo de la fêtière du sport scolaire et universitaire. Le point dans cet élément signé toujours Anaël Dou. Nous avons un logo qui est subdivisé en 2 blocs. Il y a ce que nous appelons le bloc symbole et le bloc test. Alors, dans le bloc symbole, vous avez à votre, ça sera à votre gauche, hein, à votre gauche, n'est-ce pas, un jeune homme qui tient, n'est-ce pas, entre ses mains, une flamme insérée dans la carte du Bénin. Et là, ce symbole pour nous, c'est l'image d'une dynamique, donc de l'athlète. Parce que c'est le sport scolaire, parce que c'est le sport universitaire. Et ce symbole également porte une double signification, parce que ça incarne d'abord la vigueur physique. Quand vous regardez l'élan que projette cet athlète, on se dit, il est en forme. 2. Il y a également la richesse intellectuelle, puisqu'il y a une image, je vais l'agrandir un peu, et là vous allez voir au niveau de, je ne parlerai pas de son cerveau, de sa tête, il y a une image jaune qui se retrouve à ce niveau-là. Ça, c'est le livre. Ça, c'est le cahier. C'est le document du savoir. Alors, deuxième signification, la flamme que notre jeune athlète a tenue en main, ça, c'est un symbole universel de la passion, de la connaissance et de la transmission des valeurs. Elle évoque aussi l'esprit olympique et la quête de l'excellence. Le tracé flûte, quand vous regardez un peu, hein, c'est flûte qui accompagne notre coureur, ça suggère le mouvement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes prêts pour l'innovation, pour une approche éducative et sportive. La carte du Bénin, détournée en vert, évoque l'ancrage national et l'espoir de l'environnement et le développement durable. C'est ce que nous donnons à notre carte, dans laquelle se trouve, n'est-ce pas, notre athlète. Alors, lorsque je prends le second volet, le bloc test, à ce niveau-là, vous constaterez qu'il y a l'acronyme OPSU, avec des caractères spécifiques. Nous allons l'aborder tout à l'heure. Tout est en majuscule, avec une police pas ordinaire. Et nous allons souhaiter que vous, utilisateurs de ce logo ou de notre visuel, vous puissiez le... Allez, comme on le dit, il ne faut pas changer. Vous le gardez tel quel. D'ailleurs, les interdits, on va également vous les présenter. Et à ce niveau-là, c'est l'affirmation, n'est-ce pas, de la solidité, de la confiance et du caractère officiel de l'institution. La dénomination complète, Office béninois du sport scolaire et universitaire. Donc, que nous maintenons désormais cette définition intacte. Et là, elle précise l'objet et le champ d'action de l'Office. La ligne tricolore ou bande républicaine, donc notre vert jaune et le rouge sur le test, ça représente les couleurs nationales.
Et vous comprenez la raison. Donc, ça affirme l'identité patriotique et républicaine de l'Office. C'est également une annonce à l'écho pour alimenter la diversité et la continuité dans l'action. Alors, le logo en entier, voilà comment ça se présente. La taille minimale, c'est également projeté. Nous vous mettons à disposition. Il y a quelques interdictions. Parce qu'il arrive qu'on va faire un peu de fantaisie sur les logos, que l'obsus soit en oblique ou en ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc, ces éléments-là sont interdits. Donc, il est impératif de respecter les règles d'application de logotype et de proscrire des altérations de couleur, de forme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous mettrons à disposition les différentes couleurs qui sont retenues pour, n'est-ce pas, le logotype. Mesdames, Messieurs, sur cette information, on fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.